Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Et les voix de la politique, comme tous les lundis soirs sur Sud Radio, toujours avec les mêmes d'ailleurs, on ne change pas les équipes qui gagnent. Guillaume Bigot, essayiste, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Et nous sommes avec Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République. Bonsoir Jean-Marie. Nicolas. Au programme des voix de la politique ce soir, est-ce que Marine Le Pen a vraiment besoin de Marion Maréchal Le Pen? En tout cas, c'est ce qu'elle a dit, puisqu'elle l'appelle à revenir s'impliquer en politique. On va en parler tout de suite. On va parler aussi de Jean Castex, le Premier ministre qui a fait ses annonces vendredi dernier, justement. Comment réagir face à la crise du Covid? Quelles restrictions? On s'attendait à beaucoup de restrictions. Il n'y en avait pas eu. Il avait laissé toute latitude au préfet en expliquant que ça ne servait à rien de tout décider depuis Paris. Est-ce qu'il est à la hauteur, Jean Castex, de cette crise du coronavirus? On va en parler aussi dans les voix de la politique. Mais pour l'heure, parlons de la famille Le Pen, de ses relations tumultueuses, ça date pas d'hier, et parfois de ces relations qui se réchauffent. Marine Le Pen qui appelle sa nièce à revenir travailler avec nous. Je la cite évidemment. Elle est la bienvenue si elle souhaite faire de la politique, qu'elle revienne travailler. Elle verra le travail que nous avons fait. Le Rassemblement national est ouvert et il n'y a pas de chapelle au Rassemblement national. On accueille tous ceux qui ont envie de travailler et de se lancer dans les élections. Est-ce que Marine Le Pen a vraiment envie d'un retour de sa nièce Marion? Guillaume Bigot. Alors, moi, je suis pas très féru de psychanalyse, mais enfin là, c'est un peu les Atrides. Il y a une dimension familiale évidente. Et très politique aussi. Très politique aussi, mais il s'avère que là, il y a quand même un lien entre le politique, le familial, le psychologique, pourquoi pas le psychanalytique. On n'a pas le son. Mais moi, j'ai écouté l'extrait, vous savez qu'on est parlé de ça, et elle ne dit pas... Elle dit, la tante dit à sa nièce, elle est le bienvenu si elle veut revenir. Mais c'est qui ce le? En fait, on se demande si elle ne parle pas au grand-père de la nièce, c'est-à-dire son père à elle. C'est ça. Voilà, vous y voyez vraiment des actes manqués. On est dans une sorte de psychanalyse, voilà. Parce que derrière, il y a peut-être des enjeux politiques, mais ces enjeux politiques sont mineurs ou peut-être même à front renversé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une piste, une stratégie consistant à dire on n'acte pas l'idée qu'il y a le bloc élitaire face au bloc populiste. Il faut revenir à gauche-droite. On a parlé la semaine dernière. Et donc Maréchal Le Pen, c'est plutôt l'affrontement gauche-droite et le rassemblement du Rassemblement national avec le reste de la droite. Bien sûr. Mais je crois que l'erreur tactique là, c'est Marion qui la commet parce qu'en fait, si cette piste est une piste, pourquoi pas? Tout est étudié et à prendre vraiment avec circonspection. C'est plutôt à la droite ex-parlementaires, je ne sais pas pourquoi on reproduit ce vocabulaire, parce que je ne sais pas très bien s'ils sont anti-parlementaires ou ex-républicaines, je ne sais pas s'ils sont anti-républicains, mais en tout cas c'est à la droite, disons bourgeoise, appelons ça comme ça, bien comme il faut, pas avec des traces de merguez, de frites, etc., enfin, qui fait peur aux bourgeois. C'est plutôt à cette droite-là de dire on va faire une alliance avec eux. Mais c'est pas parce que Marion prendrait la suite de Marine que ça pourrait mieux se passer. Autrement dit, il y a une vraie différence entre les deux pour vous ou pas, Guillaume Bigot? Entre les deux femmes? Oui. Alors ça, c'est un tout autre sujet. C'est plus un sujet de ligne politique ou de tactique. Bien sûr, il y a cette ligne-là, puisque l'une croit à l'opposition bloc élitiste, bloc populaire, Le Pen. Voilà, et l'autre croit à l'idée de l'alliance des droites. Et en fait, il y a un problème, c'est que le casting personnel de Marion est plutôt bon. Pourquoi ? Elle est jeune et jolie, bien sûr, c'est facile, mais pas seulement. Elle parle de manière très claire, elle peut séduire davantage des élites et sortir de l'écosystème hyper populiste et populaire. Et puis, je pense qu'il y a une sorte de talent politique chez cette femme d'un point de vue personnel. Du côté de la tante, il y a beaucoup trop, je dirais, d'assimilation entre le style un peu agressif, roquet, etc., voire, une sorte de vous voyez, des fish and chips, quoi, un peu, avec des trucs gentil pour Marine Le Pen, vous la rhabillez quand même. Non, mais elle s'est rhabillée toute seule ou elle s'est plutôt déshabillée toute seule au second tour, c'est le problème. Vous parlez du débat d'entre-deux tours, effectivement. Bien sûr. Donc, d'un point de vue personnel, on a quelqu'un qui est très efficace, quelqu'un qui est moins efficace, mais d'un point de vue de la ligne politique, on a probablement une ligne politique has-been, c'est celle de Marion, et une ligne politique plutôt d'avenir, c'est celle de Marine. Alors, en fait, il y a un gros problème. Oui. C'est qu'il y a dissociation entre les capacités personnelles et la stratégie, entre le hardware et le software. Pour que ça marche, il faudrait la stratégie de l'une avec le talent de l'autre.
et inversement, quoi. Ça optimiserait les chances de ce camp-là. Nicolas Corato. Mais moi, j'ai pas les mêmes références que Guillaume Bigot. Le fish and chips, Moi, vous aimez pas ? non, mais ça m'évoque pas les Atrides. Moi, ça m'évoque ce bon feuilleton qui était Dynastie. Finalement, Aussi, c'est pas incompatible. on est toujours dans l'épicerie qui s'appelait Front National et qui s'appelle le Rassemblement National, qui est un parti qui ne se mérite pas, mais qui s'hérite. Et qui s'hérite de père en fille et de grand-père en petite fille. On énarque d'inspecteur des finances en inspecteur. Ah non, pardon. C'est autre chose. Mais tu vas voir, ça va ressembler bientôt à ça. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est le regroupement de la famille Le Pen sur son fief. C'est en gros touche pas au Grisby, parce que il y a péril dans la demeure pour Marine Le Pen à la tête du Rassemblement National. C'est-à-dire que si Marion ne revient pas et si Marine Le Pen n'arrive pas à rassembler son camp pour les présidentielles, qu'advient-il de la maison Rassemblement National? Qui garde les clés de l'épicerie? Et il ne faudrait pas que ce soit une autre famille, vous savez, la famille du gendre. C'est souvent la famille du gendre, d'ailleurs, on met tout souvent, vous savez, Le Pen et gendre, vous voyez, c'est un peu ça. Il ne faudrait pas que ce soit l'ex-gendre qui ramène l'épicerie dans un autre bercail que celui de la Marine. Blague à part. Sur la politique. C'est assez sérieux parce que il faut toujours penser que ce parti a toujours été d'abord un bien familial commun qui fait partie d'un patrimoine familial. Il faut aussi rappeler, parce que le Front National existe depuis quoi, les années 70 oui. On est d'accord, il n'y a eu que 2 patrons. Oui, c'est ça. Seulement le père et la fille. C'est bien ce que je dis. C'est une épicerie qui a grandi, mais qui reste sur une fonction d'épicerie. Politiquement, je suis assez d'accord avec l'argument de Guillaume, sauf que moi, quand j'entends Marine Le Pen parler de il n'y a pas de chapelle, on accepte tous les courants, on est prêt à faire des synthèses, moi ça me rappelle beaucoup les partis traditionnels, et tu as raison Guillaume, il ne manque plus que l'énarque de secrétaire général, et on aura effectivement exactement la même copie. Et il faut quand même remarquer que depuis quelques mois, le Rassemblement National ressemble de plus en plus à un parti classique. Il ne manque à Marine Le Pen que la Légion d'honneur, mais finalement, qui ne la distingue encore du reste de la classe politique, mais ce parti s'embourgeoise et ressemble de plus en plus à un parti dit normal. Au-delà de ça, au-delà des différences entre la nièce et la tante, par exemple, laquelle des deux aurait le plus de chances un jour de devenir président de la République? On parle quand même alors, aux élections en général, c'est le premier parti de France, sauf aux législatives, mais aux présidentielles, dans les sondages actuels, pour l'instant, le FN, Marine Le Pen est en tête. Laquelle des deux aurait le plus de chances? Est-ce que je peux répondre avant que Guillaume Bigot fasse une analyse de 15 minutes? Aucune, parce que ce parti a toujours été l'idiot utile du système politique dans lequel nous sommes. Ce parti ne sert pas à conquérir le pouvoir, ce parti n'a aucune chance de conquérir le pouvoir, ce parti n'a qu'une seule utilité, c'est permettre à d'autres de l'instrumentaliser pour garder ou pour conquérir le pouvoir. Ce parti ne sera jamais au pouvoir. Vous savez qu'on peut on a enregistré votre déclaration, vous pourrez la sortir. La ressortir. Il y a quand même, on parle d'un parti qui est à plus de 20% des voix, et aujourd'hui 20% des voix, ça vous suffit. C'est énorme, mais notre système politique ne fait de ce parti que l'idiot utile du système. Guillaume Bigot. Je vais le surprendre en étant laconique, apparemment ça a l'air de lui plaire, et deux d'accord. Point. Vous êtes d'accord avec... Mais oui, bien sûr que la France insoumise, c'est l'opposant ou le critique de la politique néoclassique, néolibérale d'offre, comme les partisans de cette ligne pourraient la rêver. Oui. Voilà, et l'idée de diaboliser le regroupement familial et de considérer que l'insécurité c'est un fantasme d'extrême droite, il faudrait inventer le parti qui va avec. Il est déjà là, donc c'est formidable. Donc ils ont effectivement 2 épouvantails. Un épouvantail pour maintenir la ligne économique absurde et folle, qui est en train elle-même de s'écrouler grâce au Covid, enfin grâce ou à cause. Et deuxièmement, même cette ligne sécuritaire est complètement mièvre sur les effets, disons, pas l'immigration, pas les gens qui sont en train de se noyer en Méditerranée, c'est la queue de comète. Non, c'est le mécanisme de transformation profonde. Pour vous, du coup, le Rassemblement National est très utile à Emmanuel Macron. Mais au-delà d'Emmanuel Macron, est utile, disons, au paradigme en place. Est-ce qu'il lui permettra de gagner à tous les coups? Non, bien sûr que non. La question, c'est qui arrive au second tour avec elle. La question, elle se joue au premier tour. Je rappelle quand même, pour la petite anecdote, que Emmanuel Macron fête sa victoire le soir du premier tour. C'est le soir du premier tour qu'il va à la rotonde, c'est le soir du premier tour qu'il fait
monter sa femme et l'a fait applaudir. C'est le soir du premier tour qu'il fête sa victoire à la présidentielle. Il sait qu'il a gagné. Il suffit d'être face à Marine Le Pen pour savoir qu'on va gagner l'élection présidentielle. Donc toute la question, et elle est double, c'est de savoir si Emmanuel Macron sera en capacité de se présenter et de passer le premier tour, mais elle est double. Est-ce que Marine Le Pen sera également présente au second tour? Parce que si Marine Le Pen n'est pas présente au second tour, là, on a peut-être la chance d'avoir enfin un vrai débat économique, social et culturel dans ce pays. En d'autres termes, vous aimeriez un candidat de gauche au second tour. Mais sauf que lorsque vous dites qu'Emmanuel Macron est sûr de gagner, effectivement, il a gagné à 65% au second tour contre Marine Le Pen. 18 ans plus tôt, 2018, 2002, 16 ans plus tôt, Jacques Chirac a gagné à 82%. Si entre chaque second tour, les adversaires du Rassemblement national perdent 20 points, ils finiront bien par perdre. Oui, mais il y a un moment où ce système, il est très résilient pour les partis en place. On parle Ils ont beaucoup. tous sauté les partis en place. Oui, mais regardez aujourd'hui, les partis en place. Allez, on va parler du bloc bourgeois. Il est très résilient pour le bloc bourgeois. Vous savez, ce bloc dont Bruno Roger-Petit, qui est le conseiller en communication d'Emmanuel Macron, dit dans Le Monde ce matin que les bourgeois, on n'a même plus à leur parler parce que de toute façon, ils voteront pour nous. Donc, la télépathie. Voilà, allons maintenant sur d'autres clients. Donc, oui, il y a l'élection présidentielle, derrière il y a l'élection législative, il y a le jeu du pouvoir. De toute façon, tout est fait pour que ce parti ne soit qu'effectivement qu'un épouvantail ou qu'un instrument. Moi, je ne crois pas qu'un jour Marine Le Pen ou sa nièce seront à l'Élysée. Niveau Guillaume? Je crois que l'un des arguments principaux des tenants du statu quo, appelons ça les partis ex de gouvernement, etc., c'était la question du niveau intellectuel et technique. Et dire ils sont trop bas de plafond. Enfin, après Castaner et après Sibeth Ndiaye, l'argument devient quand même assez faible lui-même, très très faible. Gouvernement d'amateurs, lundi le masque sert à rien, mardi obligatoire. Pour vous, il n'y a plus beaucoup de différence sur ce plan-là avec le Rassemblement national. Non, je pense que là le roi est nu, si vous voulez. Cet argument d'autorité, c'est le cas de le dire, une autorité intellectuelle, un magistère technique, les gens sont aux manettes, etc. C'est vraiment fini. Après, je pense qu'il y a un péché véniel, un péché capital chez les Le Pen. C'est-à-dire le péché véniel, c'est probablement le lien avec le grand-père, la symbolique, les origines vraiment nauséabondes du parti. Tout ça, c'est un péché véniel parce que c'est quand même derrière eux. Ils ont quand même fait un gros nettoyage et Marine la première. Non, ça c'est un péché véniel. Il y a un péché capital, c'est toujours la question de la crédibilité et du niveau. C'est à la fois une question d'incarnation par quelqu'un qui n'est pas à niveau, on l'a vu au second tour, c'est dans tous les esprits, et c'est aussi, et ça reflète l'un, reflète l'autre, disons, le fait qu'il n'y a pas d'équipe derrière. Il y avait d'ailleurs une forme de diversité, il y avait Marion et Philippot, il n'y a plus personne. Il y a même un énarque, vous parlez d'un énarque, mais il y en a un, il s'appelle Messia, en plus il est arabe d'origine, enfin, c'est un symbole incroyable, le type est très doué et dialectiquement. Il est né égyptien et il est de religion copte. Le gars a quand même fait une thèse pour montrer pourquoi, avant l'installation de l'euro, pourquoi l'euro allait exploser. C'est une thèse d'économétrie d'un certain niveau. En plus, il est devenu énarque. Ils ont trouvé un moyen de le cornériser et de ne pas lui donner de pouvoir. Non, mais c'est quand même la preuve que ce n'est rien qu'une petite PME familiale de bas étage, évidemment. En tout cas, on aura compris que ni l'un ni l'autre, vous n'imaginez un jour le Rassemblement national au pouvoir. Ah, c'est pas ce que je... Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non. Par défaut. Oui, par défaut, c'est possible. Tout est par possible. défaut, c'est possible pour vous. En tout cas, allez, on se retrouve dans quelques instants. On va parler de ceux qui y sont au pouvoir. On va parler de Jean Castex notamment. Est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce que son intervention de vendredi dernier était à la hauteur de la crise du coronavirus? À tout de suite sur Sud Radio.